est-ce que nous ne commencerions pas à lire les articles? Et bah, let's go. Moi, je dis honneur aux invités pour le premier. Parce que ça t'arrange bien, Mathieu. Ah, cette blague, elle me fume. Sinon, on pourrait faire un vote à main levée, Mathieu. Bon. Alors, il fait 4 pages. Eh ben, let's go alors. Non, mais en vrai, plus sérieusement, je Oh, vais pas te lancer sur un article aussi long pour commencer. C'est Hugo qui s'en occupe. Non, mais moi, j'aime bien l'idée du vote à main levée. Ok, je suis foutu. Parce que oui, Valentin, tu veux que ce soit qui lise l'article, hein. Il va faire plouf plouf. Plouf plouf, ce sera Oh. toi qui liras l'article de Théo au bout de 3 qui dure 7 minutes, qui fait 4 pages, qui a des images, qui parlent d'informatique au bout de 3. 1, 2, 3. Hugo. Très bien. Très bien, très bien. Après, tu nous fais un résumé, Hugo, hein. De mon destin. Ah, c'est très important. Tu nous fais un résumé, hein. Faut qu'on comprenne le cours après, hein. C'est un cours Très là, que tu bien. nous fais. Je rappelle qu'il y a contrôle surprise demain. Bah oui, contrôle surprise. Guide de l'informaticien débutant, partie 1, par Théo. Pour cette rentrée, rien de mieux qu'un petit guide de l'informaticien débutant pour chouchouter nos étudiants en première année. Dans le but d'avoir une vision globale de ce qu'est l'informatique, Théo, par le biais de plusieurs articles, va présenter brièvement différents secteurs du domaine et ce qui les compose, technologie, langage, etc. Dans l'espoir que cet aperçu puisse vous permettre de ne pas être dérouté face aux possibilités infinitésimales de l'informatique, accrochez-vous bien, on décolle. Ça existe, Infinité Sentinel? Eh bien, je ne sais pas, mais c'est très méchant d'avoir mis ça. Cet article se décompose en plusieurs blocs. Cette première partie se portera sur les thématiques du web. Quant au suivant, on s'intéressera à tout ce qui est mobile, logiciel, desktop app et les langages de programmation qui les accompagnent. De même, on se penchera aussi sur les IHM et sur Linux. Ne partez pas tout de suite, c'est bien plus intéressant que ce que ça pourrait laisser penser. Cet article, ainsi que les autres parties, n'a aucunement la prétention d'être exhaustif. Il veut simplement donner une vision la plus globale de l'informatique. Chaque domaine, notamment ceux omis, la cybersécurité, les réseaux, l'administration système, l'architecture des systèmes, la cryptographie, etc., présentent des sous-domaines, qui en contiennent eux-mêmes et ainsi de suite, qui ne demandent qu'à être explorés et approfondis. C'est d'ailleurs ce qui fait toute la beauté de l'informatique. Le web. Si l'on parle d'informatique, c'est un impératif de parler d'Internet, plus spécifiquement du web, qui plus est à notre ère. J'allais sauter des mots. Allez, Hugo. Non mais t'inquiète pas, on est au deuxième paragraphe. Ouais, on n'est pas une. Troisième paragraphe, je sais pas quand Ça, il y a eu quelques mots barbares, qui va ce soir. s'accroche. C'est ça. On est au début de l'article. Effectivement, que l'on consulte depuis un poste fixe, un ordinateur portable, un téléphone, une smart TV ou une montre connectée, le web est omniprésent dans notre quotidien. C'est pour cela qu'en tant que développeur web, on est rapidement amené à concevoir des sites web et notamment, dans un premier temps, à construire des pages statiques, faites d'HTML5 et de CSS3. Le HTML est un langage de description qui permet de décrire de l'information au sein d'un document. Ce qu'elle est, un paragraphe, une ligne, une image, son rôle, contenu principal, en-tête, pied de page, section, article, etc. par le biais d'un système de balises, H1, div, img, etc. Il y a beaucoup de etc. Là où le CSS est un langage de description de la présentation de ces informations. Agencement, couleur, placement, taille de cette dernière, etc. À partir de ces deux langages, on peut commencer à concevoir des petits sites web, comme on l'a dit précédemment, constitués de pages statiques. C'est-à-dire que la page est écrite, envoyée directement sur le serveur qui, lors d'une requête HTTP-GET, renverra les documents .html et .css, ainsi que toutes les ressources nécessaires, police, images, etc. Ces derniers seront interprétés par les navigateurs pour générer l'affichage. Cet affichage ne changera pas, bien que dans ces dernières versions, le CSS permette de faire des animations et un peu d'interaction visuelle grâce aux pseudo-classes comme Over. Les serveurs, cependant hébergés en local est simple. Certes, cependant, si vous comptez rendre votre site web public,
il va falloir passer sur une machine plus adaptée à gérer du trafic et surtout qui peut rester allumée toute la journée. À moins que vous voulez entendre votre PC bruyant, bramer, pour qu'on l'éteigne pendant la nuit. Ainsi, très rapidement, le besoin de louer un serveur va se faire ressentir. Le serveur est la machine physique qui est accessible publiquement sur le réseau. À ne pas confondre avec les serveurs logiciels comme Apache, Nginx. Je ne sais pas prononcer ça. C'est Nginx, non? C'est Nginx en fait. Nginx. Ouais. Faut pas faire un truc qui se lit, quoi. Apache, c'est bien. Etc. Qui eux sont chargés de gérer les clients, selon le modèle client-serveur, d'interpréter les requêtes et d'y fournir des réponses. Les serveurs web peuvent aussi gérer les redirections, l'envoi de ressources et les processus pour interpréter des codes ou des scripts, PHP par exemple. Il existe quantité d'hébergeurs, tous à des prix variés, et oui ça coûte de l'argent, pour des spécificités variées, bande passante max, capacité de stockage, processeur, RAM, etc. Il existe plusieurs services d'hébergement, plateforme as a service, où vous n'avez aucun droit sur l'infrastructure et l'environnement d'exécution de votre site. Vous ne vous occupez que de votre site web. Infrastructure as a service, vous vous occupez en plus de l'environnement, quel système d'exploitation, quelle configuration, quel serveur, etc. Le pass. Le pass, c'est pour le platform as a service à mon avis. Le pass c'est moins cher que le LAS, mais moins flexible, ce qui est au final très bien pour un développeur qui veut tester une idée ou lancer un site personnel. Parmi les serveurs type logiciel, ne serait-ce que pour tester chez vous, les plus populaires sont Apache, libre et open source maintenu par Apache Software Foundation, Nginx, libre et open source, Microsoft Internet Information Services, pas open source, c'est Microsoft, Tomcat, libre et open source, aussi maintenu par ASF, très utilisé pour une backend en Java. Apache et Nginx, tous les deux écrits en C, étant les plus populaires et les plus utilisés. Apache est le plus utilisé, il est extrêmement complet. Un support pour une grande variété de systèmes d'exploitation, cependant Nginx, bien qu'offrant moins de possibilités et ayant un support limité sur Windows, arrive à se démarquer par le fait qu'il soit asynchrone. Il peut gérer plusieurs requêtes en même temps, là où Apache ne peut le faire qu'une après l'autre. Allez, si tu veux, j'y vais. Le front-end. Cependant, très vite est apparu le besoin de complexifier ces sites, notamment en les rendant dynamiques. Rendre dynamique un site consiste à avoir une page web qui pourra modifier son contenu sans besoin de charger une nouvelle page. Le langage de script qui permet de faire ça est le JavaScript. C'est un langage de script qui permet de manipuler le DOM en temps réel, alors que la page est déjà chargée. Le JavaScript est soit directement incorporé dans une page web .html, soit depuis des fichiers externes chargés directement dans le document HTML. Il est aussi à savoir que le JS possède un écosystème florissant. Pour chaque besoin, il y a 10 bibliothèques, et non librairies, qui feront le travail pour nous. Cependant, c'est bien beau le JavaScript, mais cela ne semble pas avoir été suffisant. Vous avez probablement entendu parler de frameworks front-end comme Vue.js, Angular et React, pour ne citer que les 3 plus connus. Le front-end, c'est tout ce qui sera exécuté côté client. Pour avoir des informations plus complètes, un article a été écrit l'année dernière pour le numéro 9 du Longmag paru en juillet 2021, dont je ne me souviens pas quel article exactement il veut parler. Ah si, peut-être les technologies web. On avait parlé avec Fred, je me souviens, je crois. Le back-end. Comme dit précédemment, le serveur physique est à la fois la machine accessible sur Internet publiquement. Quant au serveur logiciel, lui, gère les connexions avec les clients, leurs requêtes auxquelles il fournit des réponses. Cependant, nous pourrions avoir besoin de faire plus que cela, notamment pour gérer des règles de routage, des calculs complexes, récupérer et organiser des données dans une base de données, intégrer ces données dans les pages web pour rendre les sites dynamiques. Attention, ce dynamisme n'a rien à voir avec un dynamisme visuel comme en front-end. Là, on veut mettre de l'emphase sur le fait que pour une même requête, la réponse ne sera pas forcément la même. Car les données ont changé, car les données ne sont pas les mêmes d'un utilisateur à l'autre, etc. En d'autres termes, le back-end s'occupe de la partie logique de votre application web. Ici, une liste non exhaustive des frameworks back-end les plus populaires. Nous avons Django en Python, Ruby on Rails en Ruby, c'est étonnant,
Laravel en Ouais. PHP, Symfony en PHP, Spring en Java et Express.js qui est en Node.js-JavaScript. Node.js est un interpréteur basé sur V8 fonctionnant hors navigateur. Pour le coup, il existe pléthore de frameworks back-end. Là, le choix doit se faire, et finalement comme toujours, n'oublions pas que des outils ne sont que des outils. Aucun n'est meilleur, ils ont juste des cas d'utilisation spécifiques. En fonction des specs techniques que l'on vous donne, du langage, de votre maîtrise dans ce dernier, la facilité d'apprentissage du framework et ses limitations. Par exemple, Laravel est plus adéquat pour les startups et PME, là où Symfony peut briller pour de gros projets. Occupons-nous de gérer nos données. Excellent! Vous avez maintenant une front-end qui permet d'avoir une page dynamique. J'ai dit une front-end, d'accord. Et un back-end qui vous permet d'avoir du contenu dynamique. Sachant qu'un site web doit gérer des données, nous devons bien les stocker quelque part. C'est évidemment là qu'entrent en scène les fameux systèmes de gestion de base de données, ou SGBD. Un SGBD est un système qui gère les données de manière structurée. Il gère aussi les liens entre les données, plus précisément des relations dans un système de gestion de base de données relationnelle, les permissions des utilisateurs sur les données, sur le droit d'écriture et de lecture, le langage qui permet d'exploiter ces données est le Structured Query Language, ou en plus simple, le SQL. Par ailleurs, il existe deux grandes familles de SGBD, les SGBD relationnels et les SGBD non relationnels, aussi appelés bases de données Not Only SQL ou NoSQL. Les SGBD relationnels permettent de structurer nos données en créant du lien entre ces dernières. Cependant, ça a pour conséquence de rendre le temps de lecture et d'écriture long à cause de ces relations. Par exemple, pour afficher les produits achetés par l'utilisateur numéro 1, il faudrait croiser une table produit, avec l'information d'un produit, avec une table utilisateur, information utilisateur, avec une dernière table achat, reliant par exemple un utilisateur, la référence d'un produit, la quantité, la somme payée, la table d'achat. La première table étant reliée à la deuxième par un identifiant produit, et la deuxième est reliée à la dernière avec un identifiant utilisateur. On se retrouve ainsi avec une jointure sur 3 tables. Et plus vos tables contiennent de données, plus l'exécution de ces jointures requiert du temps. Les SGBDR les plus connus sont MariaDB, un remplacement de MySQL qui est devenu en partie propriétaire, sous licence GPL, open source et libre, Microsoft SQL Server, propriétaire, PostgreSQL, open source et libre, Oracle Database, propriétaire, et SQLite qui a la particularité d'être serverless. Les GAFAM devant gérer de plus en plus de requêtes, dues à leur popularité, une question s'est posée. Comment pouvons-nous conserver la rapidité d'exécution des requêtes avec une quantité de données s'accroissant de jour en jour? Les SGBD non relationnels sont nés de ce besoin. Ces dernières vont à l'encontre des principes des SGBDR, l'atomicité consistance, isolation, durabilité, ou ACID. Les SGBD NoSQL sont construites de sorte à emmagasiner de la donnée tout en les groupant par relation. Pour rebondir sur notre exemple des produits achetés, au lieu d'avoir 3 tables, donc produits, achats, utilisateurs, on aurait une seule table contenant les produits achetés par utilisateur, ce qui évite grandement les jointures. Ce qui est très utile pour des requêtes que l'on exécute extrêmement souvent, et qui ont un temps d'exécution plutôt long. On bénéficie d'une très grande rapidité d'écriture / lecture, bien que l'on perde en espace de stockage très rapidement, faute de duplication de données. Dans exemple de SGBDR, on a MongoDB, MongoDB Inc., Bigtable par Google, Redis par Redis, RavenDB par Hibernating Rhinos. Cassandra, Facebook, puis la Apache Software Foundation, HBase, PowerSet puis ASF, Neo4j Inc. Corporation, et CouchDB, Daemon4 puis ASF. Les CMS. Par ailleurs, il faut savoir que si vous voulez créer un site web dont le contenu sera régulièrement mis à jour, plutôt qu'une application web, il est peut-être plus judicieux d'utiliser un Content Management System, CMS ou système de gestion de contenu, plutôt que de faire tout vous-même. Ne partez pas, vous verrez, il y a quand même une partie pour les acharnés. En effet, un CMS se chargera pour vous de gérer la création, le stockage, l'édition d'un ensemble de données cohérentes. Un post de blog, un produit en vente, un article de news. Les CMS traditionnels les plus connus sont WordPress, écrit en PHP, Drupal, écrit en PHP avec Symfony, et Joomla, en PHP aussi. Ça commence à faire.
Ces 3 CMS sont open source et libres, ce qui signifie donc qu'ils sont libres à la modification et que par ailleurs, ils ne coûtent rien. Nada. Que dalle, que chi. En tout cas, en apparence, les thèmes et les plugins, eux, peuvent être achetés pour des sommes parfois allant jusqu'à 90 € le thème. Il faut aussi savoir que les principaux inconvénients, principalement dus à la complexité monstrueuse de ces CMS, sont le manque de flexibilité, le coût de maintenance, la lenteur au chargement des pages, mais aussi et surtout les problèmes de sécurité. Étant donné que plus de 40% des sites web utilisent WordPress, il est plus simple pour une personne malveillante de trouver une faille de sécurité sur WordPress afin de l'exploiter sur tous les sites utilisant ce dernier, plutôt que de chercher des failles site par site, bien qu'il puisse assez facilement en avoir. Il existe aussi une alternative pour les férus de programmation qui, sans vouloir réinventer la roue, veulent plus de flexibilité, les Headless CMS. Ces derniers ont l'avantage de ne se concentrer que sur l'aspect back-end, stockage, gestion, création, édition des données, ainsi que les permissions, sans l'aspect front-end, d'où le headless / sans tête. Ah oui, headless, c'est-à-dire sans tête. Niveau d'anglais, où es-tu? Là où sur les CMS traditionnels, nous pouvons choisir de payer un thème, ou choisir d'en créer un nouveau, ici nous n'avons rien qui gère le front. Ce qui équivaut donc à plus de flexibilité, une structure plus petite, un déploiement plus simple, plus facile à gérer et surtout plus rapide au chargement. Pour n'en citer que quelques-uns, Netlify, CMS, Strapi, Ghost, etc. Mention spéciale à Shopify pour faire des sites d'e-commerce moyennant une certaine somme, allant de 29 $ à 299 $ par mois. PrestaShop, une alternative libre et open source à Shopify. Et Hugo. Ah Hugo, Ah, salut. c'est vrai. Ah bah d'accord. Mais est-ce que je suis open source, moi, par contre? T'es open source. Non, je suis pas open source. Ah, il est propriétaire. Un C'est ça. générateur de sites statiques, sans backend et sans BDD. Putain, t'abuses. Terrible. Oh, tu fais pas d'effort. Hein. Ouais, sans déconner, Franchement. À quoi je sers? on se le demande tous. Ta gueule. Oh, pour une fois que c'est moi qui te le fais. Concrètement, il génère les HTML à partir d'un document écrit en Markdown. Bon, MD. L'avantage est la rapidité. La page n'a pas à être générée par le serveur à chaque requête, elle l'est déjà au préalable. Pour conclure, aujourd'hui on a vu un paquet de technologies, et ça, ce n'est que le commencement. À vrai dire, il n'y a pas de fin. C'est ce qui rend l'informatique si puissante. La liberté de pouvoir faire ce que l'on veut assez rapidement, en pierre angulaire de l'évolution de l'informatique. Pourquoi pas, l'un d'entre vous créera peut-être un futur langage de programmation, ou un framework révolutionnaire. Voilà. Eh ben purée, c'était un article extrêmement long et complet à la fois. Ouais. Et pourtant, je dirais qu'il a à peine gratté la surface. Ouais. C'est qu'il a quand même réussi à me perdre. Ah, on Sinon, ça serait l'attendait. Faut pas oublier que l'article c'est une partie 1. Oui, Non, ce qui veut dire parce qu'il y que aura le- sûrement une En partie fait, 2. c'est simple. Le début de l'article, ça va. La fin de l'article, ça va. Le milieu de l'article, pendant un moment, il m'a perdu. Bah écoute, on peut y revenir vite fait, de toute façon, c'est le principe du... C'est le principe. Après, je vois ce que c'est quand même le front-end back-end, mais il y avait un moment, il y avait trop de sigles. Ah, il y avait trop de. Oui, Il y avait non, trop de- moi aussi. il y avait Alors trop bon, de sigles. c'est C'est fait parti- trop de sigles en c'est la info. partie base de données où Faut dire tu t'es paumé, je pense. C'est la partie base de données. Faut dire ce qui est, Bon. vous avez trop de sigles. Bah écoute, Valentin, qu'est-ce que t'en as pensé toi de l'article? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des travaux. Attends, déjà. 2 secondes. Mais je veux dire, oui, nous, je veux dire, en langue, on s'amuse pas à avoir des PSN en date, quoi. Parce que ce serait con. Bon bah du coup, tiens, vas-y, qu'est-ce que t'en as pensé toi de l'article? À part le fait que j'ai rien pigé au milieu. Globalement, c'était sympa, hein. C'était plutôt agréable. Ouais. Assez bonne introduction. Assez cool. Peut-être que je suis toujours un peu. Peut-être que si je le relirais, je comprendrais mieux. Mhm. Mais ouais, bah il y a encore quelques zones de flou un peu de mon côté, mais je pense que c'est surtout dû au fait que je Mon dieu, putain. C'est pas des travaux, c'est. Disons que bon. Comment dire? Je crois que j'ai la mafia japonaise qui est venue me chercher. C'est vrai qu'il l'a envoyé, on sait tous très bien. J'ai la mafia qui vient d'arriver.
Comment Et ça? on accueille Eva. Oh, Eva. Il a été encore mieux Elle est venue me que... chercher. Écoute, pourquoi? J'ai pas lu les articles. J'ai lu des articles, c'est toi qui es censé me donner de l'argent. Bah non. C'est C'était ce qui est Incroyable. Mais t'as fait fuiter des infos là, ça va pas mec. J'ai dit des infos, c'est juste quelques infos. Ouais. Ouais. Ouais, ça va, sinon ça m'arrête. Je sais pas si t'entends. Je sais pas si t'entends. Trop drôle. Ah si, si, mais vaguement. Bonjour. Coucou le live. Bonjour. Voilà, des bisous. Putain, en plus, mais ça sonne, je suis là en mode, vas-y, c'est chiant. C'est chiant, ça sonne, c'est chiant. Genre, non, je vais pas ouvrir, je suis en live, je suis occupé. Non, j'ai pas envie d'entendre parler, donc c'est bon, J'ai j'ai pas envie de pas t'ouvrir. Hein. Non, l'article, j'ai vraiment trouvé sympa. Vraiment, pour une partie 1, genre, il va pas trop dans le détail. Il dit un peu. Bon, du coup, Hugo, tu peux pas trop, tu peux pas trop juger la qualité du truc. Mais non, ça va, c'est c'est ça, il a caressé la surface et c'est vraiment pas trop mal, vraiment. Parce que Là, je veux dire, il y a des mots barbares, mais en vrai, c'est même pour quelqu'un qui a pas fait d'informatique, qui veut se renseigner, en vrai, c'est je veux dire, de ouf. en tant que non-connoisseur, j'étais perdu, mais je pense qu'en le relisant, je comprendrai. En fait, ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça reste assez compréhensible. Hein. Bah, les Bon. bisous. Bon courage pour rentrer, du coup. On souhaite un bon courage à Eva pour revenir dans le froid. Oui, donc l'article est vraiment, est vraiment sympa. Moi, ce que j'aime bien, c'est surtout le côté. Donc là, on parle de la partie réellement web et de tout ce qui l'entoure. Donc, à savoir, quels sont les langages qui sont surtout utilisés, les tout premiers. Donc, l'HTML, CSS, qui est littéralement le truc qui est visible sur lequel l'utilisateur peut interagir. On a le côté serveur, on a le côté le rendre dynamique et responsive c'est aussi CSS par ailleurs, mais bon. Le côté pour pouvoir le rendre dynamique et faciliter l'interaction. Et le côté base de données pour pouvoir accéder à toutes les données quand on en a besoin pour adapter aussi les informations affichées en fonction de l'utilisateur ou en fonction de qu'est-ce qu'il faut afficher, truc du moment, et les données à mettre. Un truc très intelligent, c'est quand il met entre parenthèses des phrases pour un peu en pas hors contexte, mais qui s'adresse directement au lecteur. Ouais. C'est une très bonne idée. Parce que du coup, comme ça peut être un peu L'article s'adresse barbare, directement au lecteur de base. comme pour les premières années, ça peut être un peu barbare. Pour ceux qui se connaissent pas beaucoup, c'est bien de faire des petits moments où t'as le rédacteur qui parle directement au lecteur, ça permet de continuer à lire. Et c'est une très bonne idée. Voilà. Voilà. Ah non, mais en fait, ce que tu sais pas, Valentin, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des points pour expliquer un petit peu pour les gens, c'est pour Hugo en fait. Parce que bon, je lui ai dit, non, mais Bah sinon oui. ils comprennent pas. Je veux dire, sinon Et Hugo il ça, comprend par pas, il est par encore contre, paumé, il me gonfle, on dirait un gosse et Alors, tout, par contre, merde. Par contre, les etc., c'est très bien, c'est très pratique, mais là, ça fait beaucoup, là, non? Et Ouais, pourtant, ouais, c'est normal. C'est normal. Il y a trop, Une fois de temps en temps, il y a on trop à arrive avec citer, il y a trois trop à petits citer, il y a trop à citer. Oui, bon. J'ai un petit 3 petits points. Moi, j'en ai marre de dire etc. Non, en vrai, c'est très bien. Je veux dire En OT, vrai, en vrai, j'ai pas vraiment de commentaires. En vrai, j'ai pas de vrais commentaires négatifs, je dois bien avouer. Surtout que j'ai pas non plus énormément de commentaires tout court moi à faire sur l'article parce que c'est surtout un truc, c'est presque un peu un petit cours introductif. Il n'y a pas de, il y a pas réellement de côté un peu avis qu'on peut retrouver des fois sur certains articles ou en dehors, parce que là c'est littéralement un peu un cours qui est donné sur ok voilà ce qui existe, voilà ce qui n'existe pas et tout. Et à part réagir vite fait sur quelles sont les différentes choses qui sont utilisées, à savoir le front-end, le back-end, les bases de données, enfin un peu le tout, on peut pas non plus en dire énormément de choses parce que sinon on rentrerait trop dans le technique. Et là on perd Hugo. Ouais. On l'a un peu perdu là déjà. C'est le guide de l'informaticien débutant, pas le guide de l'informaticien.
Bah écoute, Hugo, si attends, tu mais veux, ça, pour t'avancer un peu plus, tu peux utiliser l'application Mimo que nous avons vu dans un précédent article. Ah, merci. Mais toi, tu savais pas de me faire un petit virement par hasard? Et bah, tu sais quoi, Mathieu, tu pourrais aussi utiliser l'application Duolingo pour devenir légèrement meilleur en anglais parce que franchement, tu pues la tome. Écoute, j'ai utilisé l'application, elle a craché. Sérieux, genre elle t'a craché dessus. Non, elle a Putain. crash. Et pour Ah, tu vas bien alors. pour te consoler, si tu veux, tu peux faire une soupe à la tomate. De toute façon, je suis pas spécialement fan de. Alors, petite parenthèse, je suis pas spécialement fan de la méthodologie des applications pour apprendre les langues. Et je considère que le mieux, c'est d'avoir des petites bases que généralement on apprend au collège. Et ensuite, on bouffe de la langue. Vraiment bouffer de la langue, c'est la meilleure façon de s'améliorer, quoi. Bah, c'est pour ça que le langage de programmation ça marche un peu mieux par appli parce que bah là c'est de la pratique et de la pratique on entend écrire alors que langage les langues vivantes ça se vit justement le principe de vivant. C'est ça, en fait, si c'est pour écouter une langue vivante, écoutez des gens la parler, en fait. Écoutez des gens la parler, lisez des gens l'écrire. C'est bien plus on verra, enrichissant que d'essayer de l'apprendre de façon très académique. Très bien. Par contre, oui, pour un langage informatique, je suppose que écouter des gens parler en JavaScript, c'est pas très utile. Oh, ouais. Function, void. Non, mais le titre tient ses promesses. Ouais. Connecté. Bon bah, Hâte de plus voir qu'à voir la partie partie 2. 2. Voilà. Oh là là, mais on est connecté.